BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. On vous emmène, oui, chaque jour aussi sur le marché immobilier pour vous permettre de saisir toutes les opportunités, comprendre les grands enjeux aussi de ce marché avant de vous y plonger. Marie Cœur de Roy est avec nous. Bonjour Marie. Bonjour Guillaume. Et on a aujourd'hui les nouveaux chiffres de la construction avec les statistiques de la Fédération des promoteurs immobiliers pour le 3e trimestre. Ils sont tout frais ces chiffres de ce matin. So fresh. On en est où? Alors, après un petit coup de mou au 2e trimestre, les ventes s'affichent en nette progression. Les réservations de logements neufs ont grimpé de près de 5,5% au 3e trimestre. On a une demande qui est solide, liée pour beaucoup à ceux qui achètent en bloc. Autrement dit, les bailleurs sociaux, les particuliers, eux, sont toujours là. Mais alors que ces fameuses ventes en bloc progressent de plus de 18%, il faut bien voir que celles auprès des ménages, elles augmentent d'à peine plus de 3%. Preuve sans doute que cette forme d'attentisme liée aux arbitrages du gouvernement sur la fiscalité a sans doute un tout petit peu perduré au 3e trimestre. Voilà, des petits signaux, on va dire, un peu perturbants. Mais enfin, globalement, quand même, la construction se porte bien. Marie, les bons chiffres sont... Mais c'est vrai, en termes de réservation, c'est vrai. Alors, il y a quand même une ombre au tableau, et c'est une vraie ombre, c'est les mises en vente. Elles enregistrent leur première baisse après 12 trimestres consécutifs de hausse. Et quelle baisse, on est sur un recul de près de 8,5%, 7,8% précisément, moins d'offres donc que les promoteurs expliquent notamment par évidemment les recours, abusifs ou non, mais les recours, les coûts de construction et évidemment la rareté du foncier. La Fédé des promoteurs dit d'ailleurs attendre avec impatience la mise en route du fameux choc d'offres porté par le gouvernement. Il n'empêche, au global, les prix restent stables, en tout cas sur la moyenne France entière, parce qu'évidemment dans le détail on a de très fortes disparités, alors qu'en Ile-de-France les prix dans le neuf baissent de plus de 3,5%, vous avez bien entendu, baisse de 3,5%. On le doit sans doute une forte progression de l'offre pour le coup avec le Grand Paris. En province, en revanche, les prix grimpent de près de 2%. Voilà comment se porte ce marché du neuf et la construction, l'offre dont on manque tant et qui tente à se multiplier. Alors justement, Vincent Sileg était avec nous, le vice-président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Ça tombe bien, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Merci. Comment vous le qualifieriez là, ce marché du neuf en France? On est satisfait de revoir qu'on est revenu sur des volumes de 2007. C'est-à-dire que globalement, on a gommé la crise. C'est-à-dire on parle de croissance relative d'une année à l'autre, d'un trimestre à l'autre, mais prenons un peu de recul. On est quand même sur des cycles qui sont longs dans l'immobilier. Donc on est revenu au volume de 2007. C'est bien. Ce qu'on regrette aujourd'hui, en effet, vous l'avez souligné, c'est que les difficultés qu'on a en termes d'obtention de droits à construire, en termes de problématiques des recours, etc., fait que l'offre est en décroissance et ça crée toujours une tension. Et on voit bien que Paris, qui a eu un choc de l'offre positif, a une amélioration des prix vers la baisse. Donc c'est la démonstration que l'offre est la meilleure solution pour faire en sorte que les prix deviennent optimales pour nos acquéreurs et pour les occupants. Et on n'est peut-être pas au bout, puisque le Grand Paris, on n'est qu'au tout début des premières constructions. Bien sûr, c'est vraiment exactement. le tout début là. Quelle perspective vous voyez justement sur ce marché de la construction? Il y a une réforme du logement qui va se mettre en place. Est-ce que vous pensez que ça va rebooster justement? Ça va permettre d'améliorer ces tout derniers signaux peut-être un peu plus contrariants? Alors, on a vu. On l'espère. Alors après, en ce qui me concerne, moi personnellement, je suis pas Madame Irma, donc ça va être très très difficile de se projeter. Mais il y a beaucoup de choses, et ni Monsieur Irma d'ailleurs. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, beaucoup d'annonces, beaucoup de mouvements un peu partout. Voyons ce que ça donne. En tout cas, on sent qu'il y a une volonté d'aller vers plus de production pour faire en sorte de délivrer les produits dont nos concitoyens ont besoin, et puis peut-être plus d'assouplissement pour espérer être un peu plus efficace dans notre capacité à produire. On parle du choc d'offres, mais il y a d'autres choses en parallèle. On rappelle que la stratégie globale du gouvernement, c'était de dire on va booster l'offre, on va créer ce choc d'offres pour faire baisser les prix, et donc du coup ça rendra moins nécessaire toutes les aides à l'achat coûteuses pour les pouvoirs publics. Et donc parmi ces aides à l'achat, il y avait le prêt à taux zéro, et il y avait aussi le dispositif Pinel, donc le dispositif fiscal d'aide à l'investissement locatif dans le neuf. Les discussions sont toujours en cours. Ce qui se dessine aujourd'hui, est-ce que ça satisfait les promoteurs immobiliers et le promoteur que vous êtes? Alors, moi, le promoteur que je suis, pour nous, les choses sont claires. On a eu en France un zonage qui a déterminé les villes moyennes, les villes tendues et les zones où il fallait inciter à la construction. Ça a toujours été un levier politique fort de dire finalement, je vais flécher moi, en tant que décideur politique, où est-ce que je veux qu'il y ait le plus de construction sur les zones tendues. Donc, il faut bien réaliser quand même que ces interventions de l'État en termes d'aide ont toujours été faits pour flécher l'épargne des Français et la construction sur les zones qui sont jugées utiles. Donc cette question du zonage est une question extrêmement importante et on voit bien qu'il y a une efficacité sur les zones A1, B1 et autres. La question qui se pose aujourd'hui, zone tendue, la question qui se pose aujourd'hui, c'est en effet, puisque vous m'en avez parlé tout à l'heure très clairement, le fameux zonage B2, en disant quid du zonage B2.
Nous, globalement... Là, c'est les coins un peu moins tendus, voilà, pour ceux qui ne sont pas encore complètement au fait de ce jargon. Nous, aujourd'hui, en tout cas, moi, et je pense que la position est assez claire, c'est de dire on est très, très, très attentif à ce qu'il va se passer sur la zone B2, très clairement. De dire aujourd'hui, il serait dommage que les chantiers en cours, que les productions en cours soient perturbées, voire entravées, par une modification brutale de la zone B2. Revoir le zonage, redéterminant une politique de logement positive, innovante sur ces zones-là, de telle sorte aussi à casser les inégalités qu'on peut avoir en certains territoires, mais n'allons pas trop vite en besogne en cassant la dynamique de ce qui est déjà en production. Je pense aux chantiers en cours, je pense aux PC qui sont obtenus déposés, je pense à des chantiers où on a déjà des permis de construire, où les acquéreurs sont déjà portés acquéreurs sur ces biens-là et qui ont envie de vivre dedans. Oui, mais qui vont peut-être se faire avoir, ces acquéreurs, parce qu'ils vont en effet investir dans des biens où il y aura difficulté à trouver des locataires. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être bon pour les constructeurs, mais moins pour les particuliers, oui, qui se font parfois avoir par ce type de programme dans les zones pas tendues. On a eu des expériences, les fameux Robiens de la colère, on les a... Enfin, voilà. Oui, mais vous parlez de quelle année? Et on parle de quelle zone et on parle de quelle ville? Il faut bien réaliser aujourd'hui que on a aujourd'hui un métier qui s'est professionnalisé, qui sait pertinemment bien dans quelle ville en zone B2 on peut construire et dans quelle ville on peut commercialiser. Et aujourd'hui, la vente défiscalisante et les erreurs qui ont pu être faites à une époque sur le Robien ne se produisent plus dans le B2. Et aujourd'hui, on a les mêmes ratios dans le B2 que ce que nous avons dans le B1 ou autre, avec pratiquement presque 50% d'occupants propriétaires. Donc on voit bien que cette demande-là est présente et on se doit la satisfaire. Qu'il faille repositionner ces zonages, qu'il faille se poser la question politique de l'enjeu de ces zones et comment est-ce qu'on va être innovant pour continuer à construire et à délivrer le service adéquat sur ces zones, il n'y a aucun problème, c'est judicieux. Mais par contre, ne cassons pas la dynamique et la production en cours. On parle quand même de 7500 logements. Voilà. Bon, je vous interromps là quand vous voyez que les députés votent des amendements qui prévoient notamment effectivement une sortie un peu plus progressive pour la B2 et la C, mais à l'inverse de soumettre à dérogation les communes de la zone B1 qui étaient de fait en Pinel, qui ne le seront plus donc dorénavant si cet amendement est voté en séance plénière puisqu'il a été adopté en commission des finances. Est-ce que ça c'est quelque chose qui est de nature à vous inquiéter? Alors aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup d'amendements qui se passent, beaucoup d'échanges qui se créent. Rien n'est définitif. Donc on se positionnera réellement avec un avis définitif quand on aura les éléments précis. Pour l'instant, tout se discute encore et rien n'est définitivement arbitré. Voilà, sur cette réforme du logement, son impact pour les promoteurs et pour vous qui nous écoutez à travers le Pinel dont on vient de parler et qui reste un placement intéressant, mais choisissez bien toujours vos programmes et dans les coins où vous êtes le plus sûr de trouver des locataires. Il y a aussi une réglementation européenne qui limite un petit peu le potentiel de construction. En France, on parle toujours du contexte français, la réglementation française. Il y a aussi une réglementation européenne qui pose problème, selon vous? Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, sur la partie financement, là on rentre sur plus mon domaine de compétences, très clairement, on a tout le temps entendu parler des fameux ratios fonds propres des banques. Bon, donc aujourd'hui, la matière première d'une banque pour prêter de l'argent, que ce soit un prêt pour construire un immeuble ou un engagement sous signature, les fameuses garanties de fin d'achèvement, donc ces engagements lourds qui sécurisent au passage la production de nos logements, les banques ont besoin d'avoir en réserve un certain nombre de fonds propres pour exercer leur métier et délivrer ces engagements. Tout l'enjeu qu'on a aujourd'hui avec la BCE, c'est que la France est une enclave en termes de promotion immobilière. Ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir les logements les plus qualitatifs d'Europe au jour d'aujourd'hui. Il faut quand même toujours le rappeler, c'est quand même important à savoir. On s'en rend compte par exemple quand on va en Angleterre, la qualité des logements, c'est un truc... on est toujours surpris. Mais... Disons que voilà, on a des logements très sécuritaires. Ça a un coût au passage, mais on a des logements sécuritaires. Quand on parle systématiquement d'une dommage ouvrage, une garantie de livraison, toutes les études thermiques et tout ce que nous produisons sur les logements, on fait un logement qualitatif. Bon, il faut le savoir. De ce fonctionnement-là, les banques ont besoin d'avoir des fonds propres pour nous amener les garanties qui nous permettent de fonctionner. L'enjeu de la BCE, c'est de dire la loi VEFA, la vente sur plan, elle n'existe qu'en France. Et donc, c'est difficilement compréhensible au niveau de l'Europe. Et ils sont en train de dire, finalement, on va demander aux banques de mettre plus de fonds propres pour financer la promotion immobilière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir X milliards bloqués en fonds propres pour les banques pour financer la promotion, il y aura X milliards plus quelques milliards ou quelques millions. Et donc, ça peut poser des problématiques de solvabilité pour les acquéreurs et pour les opérations. Donc, on se doit non seulement de mener une action pour expliquer notre métier et la façon dont la France fonctionne sur la production de logements auprès de la BCE,
C'est une démarche qu'on entretient avec d'autres organismes. Je pense à l'IFPIM, je pense aux banques qui sont très mobilisées à côté de la fédération pour ça. Et puis, on a aussi une nécessité d'aller chercher des financements alternatifs pour permettre, en fonction de ce qui sera décidé entre la BCE et la Banque de France, mais de pouvoir continuer à produire les fameux logements dont ont besoin nos concitoyens. Voilà, quelques-uns des enjeux aussi, et ce qui explique ou non d'ailleurs l'accélération de la construction, et ce qui peut aussi la limiter. Vous le disiez, il y a aussi des problèmes de réglementation. Vincent Silek, qui est le vice-président de la Fédération des promoteurs immobiliers, merci d'être venu nous voir, et puis fondateur aussi de Choregraph. Là, on est dans le crowdfunding. Choregraph. Alors, Choregraph. Un peu plus que le crowdfunding, mais on est dans le financement justement alternatif de la promotion. Voilà, et c'est pour inciter quoi, les particuliers à investir directement? L'idée, c'est de dire aujourd'hui, on sait qu'il va manquer plus d'1 million d'euros d'ici 2019-2020. Donc, comment faire se rencontrer les particuliers qui ont une volonté d'épargne et puis les professionnels de l'immobilier qui ont nécessité d'avoir cette épargne pour investir et continuer à produire. Et c'est une alternative à ce qui se joue au sein de l'Europe et de la Banque Centrale Européenne. Exactement. En tout cas, ce sont des fonds complémentaires qui peuvent nous permettre de mettre de l'huile dans les rouages et d'optimiser notre production. Choregraph. Exactement. Choregraph. Vincent Silek, merci beaucoup d'être venu nous voir sur BFM. Marie Cœur de Roi, à demain Marie. À demain. De nouvelles aventures et de nouvelles opportunités pour nos auditeurs et téléspectateurs. Le CAC 40 toujours en hausse, plus 0,6%. On y revient dans une poignée de secondes avec nos traders, bien sûr, sur BFM Business. À tout de suite. BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement.